Bonjour à tous et toutes. Cette vidéo, si on veut, pour vous permettre de faire ensemble des mises en situation reliées à des situations dites à risque. Donc, ce que j'ai pensé, c'est d'utiliser des anciens outils, des fois que j'utilisais en classe, des exercices que vous faisiez, tout ça, puis les regarder, vous les présenter du moins. Donc, sans plus tarder, je vais aller chercher le premier diapo. Là, le premier qui m'apparaît, c'est celui sur la chute. Donc, on va commencer tranquillement avec ça. Il n'y a rien qui va être parfait, mais au moins, vous aurez quand même la chance d'avoir quelques mises en situation d'une manière un petit peu plus concrète. Fait qu'ici, on a Monsieur Sans Souci, âgé de 88 ans. Il est résident dans l'LC du manoir L'Oubli. Il souffre de démence de type Alzheimer. Puis lorsque vous effectuez votre évaluation en présence de sa conjointe, vous relevez que ce dernier a chuté 4 fois l'an dernier. Le chiffre 4, si vous vous souvenez bien de la théorie, c'est quand même quelque chose. Outre sa démence, dans son dossier, vous relevez maladie de Parkinson et glaucome. Si vous regardez également dans vos facteurs de risque, ces deux problèmes de santé-là sont dans les facteurs de risque. Ce dernier est également incontinent, également, et oublie parfois de prendre sa marchette pour circuler vers les toilettes. Donc, dans les éléments causaux possibles, hein, le dépistage d'hypotension orthostatique s'avère positif. Hier soir, il a chuté. Ce matin, la préposée vous indique qu'il refuse de se lever du lit. Donc, il y a aussi l'élément hypotension orthostatique. Puis, on reverra tantôt, mais là, le fait qu'il refuse de se lever du lit, alors qu'il le faisait avant, ça va nous inviter à investiguer davantage. Donc, ici, la première question, c'était relever tous les facteurs de risque de chute de Monsieur Sans Souci, même si je vous ai ciblé quelques-uns, il y en a d'autres que je n'ai pas nommés. Vous soupçonnez un syndrome post-chute, le fait qu'il refuse de se lever du lit. Fait qu'on va nommer les manifestations cliniques possibles. Et par la suite, on rédigera une note d'observation post-chute. On pourra, ici, là, j'ai l'élément dossier 2011, mais dans le pire des cas, je vous reviendrai ultérieurement avec le voyer, les versions 2017 et un PTI en lien avec ça. Donc, si jamais il y en a qui ont l'ancienne version 2011, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil, mais sinon, je tenterai de vous revenir ultérieurement avec la version 2017. Donc, si on regarde la question 1, juste pour revenir, c'était les facteurs de risque. Donc, ici, on a l'âge, sa démence, son trouble neurocognitif majeur, la maladie de Parkinson, son glaucome, qui affecte en fait sa vision périphérique, les antécédents de 4 chutes dans la dernière année, son incontinence, le fait qu'il oublie aussi de prendre parfois sa marchette pour circuler vers les toilettes et l'hypotension orthostatique. À la question numéro 2, donc là, on est dans les manifestations, je ne reculerai pas, là, mais je pense que c'est les manifestations en lien avec le syndrome post-chute. Donc, il y a l'anxiété, la perte d'initiative, le refus de vouloir de bouger ou de se mouvoir. Et là, il n'était pas nécessairement dans la situation, mais c'est un rappel avec une flexion des genoux lors du lever au fauteuil, puis ça peut mener à une nette régression psychomotrice, on mentionnait dans le cours. Et en position debout, bien là, à ce moment-là, c'est une rétropulsion, mais le pied, il va être comme plus sur le talon avec les orteils en griffe. Donc, aussi, ajoutons à ça, là, on ne l'a pas non plus dans l'histoire, mais c'est quand même important. La marche, elle est précautionneuse. Les pieds, ils semblent aimantés au sol. La personne attend de s'agripper sur le mobilier, sur nous. C'est ça? Je vais prendre un tout petit peu. Si je retourne,
je vais faire, je me promène un peu, vous explorez avec moi. Mais j'ai ouvert chapitre 15 des d'autres fois. Peut-être pas non plus. Je vais juste revérifier avec vous. Que ça ne se produise pas, mais je n'ai pas le contrôle là-dessus. Par contre, là, il semble être pas mal à la fin. On devrait l'avoir quand même bientôt. Donc, vous vous souvenez hein, que ce lien-là, vous l'avez eu. Je sais que je me répète suivi. C'est vous envoyez le lien en date du ce que je vais faire simplement au PowerPoint, je regarderai tantôt si ça souhaite bien fonctionner. Donc, Madame Vincent maintenant, de 83 ans, elle réside au manoir des Chutes depuis 5 mois et 2 jours. Elle est atteinte d'une démence sévère. Il lui arrive occasionnellement d'utiliser un langage indécent, de crier et elle menace parfois de frapper. Donc, il y a peut-être une composante de CPD de ça, ou bien dans la démence, c'est peut-être une en particulier. La suite nous dira. Elle présente une faiblesse au niveau des membres. Il y a un couché à la base était de 142/78 et une fréquence cardiaque de 70. Ensuite de ça, on a pris la tension artérielle debout après une minute. Elle est de 106/70 et la fréquence cardiaque de 92. Et après 3 minutes, de 122/76 et une fréquence cardiaque de 84. Donc, si on regarde un tout petit peu, il y a quand même une certaine chute ici, tant au niveau de la systole, peut-être un peu moins au niveau de la diastole. Fait qu'on va suivre par rapport à ça. Peut-être que ça va vous laisser cheminer et vous rappeler les notions qu'on a pu voir dans le cours. Donc, outre son âge, 83 ans, nommez les 6 facteurs de risque de chute que présente Mme Vincent. Si vous regardez ici, on a le fait qu'elle ait une démence sévère, on a le fait qu'elle est agitée, qu'elle présente des SCPD. Donc, ici, on voit que c'est un SCPD au niveau verbal. C'est crier, c'est induit. Et comme elle menace parfois de frapper, ça va dans le même mobilité, faiblesse au niveau des membres inférieurs ainsi que des pertes d'équilibre. Des antécédents de chute, on l'a dit, une chute il y a 1 mois, c'est quand même assez récent. Le fait qu'elle soit téméraire, donc qu'elle cherche constamment à se lever seule sans demander de l'aide. Et finalement, notre fameuse hypotension, dans le sens plus de la pression systolique, à une de ces prises ou baisse de 10 mm de mercure. La variation du pouls orientera vers une cause, mais si la baisse de tension est immédiate, les mesures jusqu'à 5 ou 10 minutes sont nécessaires pour voir l'adaptation de l'organisme à cette baisse de
Donc, Madame Vincent maintenant, en fait, on avait ici, si on revient, c'est toujours Madame Vincent, c'est la même, 83 ans, c'est simplement la suite. En fin de nuit, elle est retrouvée par terre en position dorsale à proximité de sa marchette. Elle est seule et personne ne fut témoin de sa chute. Ce matin, l'infirmière de nuit vous mentionne qu'elle est alerte, non souffrante et que ses signes vitaux sont normaux. Elle note aucun changement au niveau de la posture et du comportement de cette dernière. Donc, la question, c'est, outre un changement dans l'état général de Mme Vincent, indiquer les 3 éléments à effectuer afin de compléter l'évaluation de l'examen clinique post-chute. Donc, ici, on a les signes neuraux. Donc, si on regarde dans l'histoire, elle est quand même retrouvée par terre en position dorsale. Il y a peut-être une suspicion qu'elle a eu un impact crânien. Donc, les signes neurologiques, là, je m'excuse des versions 2011, il y en a sûrement en 2017, là, mais on verra tantôt si on a réussi à loader la page. Ensuite, les changements dans les éléments posturaux, la démarche et les téguments, donc, qui vont être pertinents à regarder. Au 4e étage, il souffre de démence, de dépression, de diabète, d'arthrose et de dégénérescence maculaire. Là, ici, à ce moment-là, là, ça fait quand même quelques années, on parlait beaucoup de démence. Maintenant, on parlerait plus de troubles neurocognitifs majeurs. Donc, tantôt, l'autre dame, c'était le glaucome. Là, ici, on a la DMLA. Donc, si on revient à M. Coutu, 82 ans, il y a des antécédents de chute, il est actif au dépistage d'hypotensique. Il se sent fatigué, faible, étourdi, puis il a peu déjeuné ce matin, car nauséeux. Puis vous procédez donc à l'évaluation du risque de chute. Nommez les facteurs de risque de chute de M. Coutu et les manifestations cliniques d'hypotension orthostatique de M. Coutu. Et finalement, les 4 mesures préventives afin d'éviter d'autres chutes éventuelles. Les interventions doivent concerner le problème d'hypotension orthostatique. C'est pour vous guider un petit peu à l'intérieur de ça. Donc, si on regarde au niveau des facteurs de risque, il y avait âge, le trouble neurocognitif, le diabète, l'inappétence, qui pourrait amener peut-être, faudrait vérifier, investiguer s'il n'y a pas de dénutrition, déshydratation, les antécédents de chute, dépression, arthrose, DMLA et hypotension orthostatique. Si on regarde maintenant les manifestations, donc fatigue, faiblesse, étourdissement, nausée, il y en a quand même plusieurs. Si on poursuit, donc, c'était quoi les interventions en lien avec l'hypotension orthostatique? Donc, augmenter l'apport en sel de 10 grammes dans la diète, boire 2 à 2,5 litres par jour. On devrait vérifier les contre-indications. Si je fais ça, bien, je m'assure qu'il n'y a pas de diète hyposodée, puis qu'on peut se permettre de lui offrir cette quantité de liquide-là par la même occasion. Croiser, décroiser les jambes à quelques reprises, s'accroupir, ça peut être bien si monsieur est encore capable de le faire. Élever la tête du lit de 10 à 20 degrés, ça peut quand même être bien. Plusieurs petits repas fréquents, riches en glucides, ça aussi, ça peut être envisageable. Éviter toutes les manœuvres vagales, donc on va vraiment s'assurer de prévenir la constipation. Éviter les chaleurs excessives. Faire de l'exercice dans la mesure du possible, parce qu'on sait que l'immobilité, c'est un facteur de risque de l'hypotension orthostatique. Au besoin, réviser la médication. Donc, des fois, on peut changer d'heure pour diminuer les manifestations d'hypotension orthostatique durant le jour, puis changer graduellement de position, ça serait adéquat aussi. Si on passe maintenant avec M. Caron, 71 ans, donc il est diabétique de type 2. Il se présente à la clinique santé. Dans l'anamnèse initiale, vous avez posé vos questions concernant les symptômes et les capacités reliées au risque de chute. Fait que là, il y avait, au niveau de la présence des antécédents de chute, il a mentionné une sur la glace en hiver en 2009. Il y a
au niveau des pertes d'équilibre, il a dit à l'intérieur, tout va bien, à l'extérieur, l'hiver, il faut en fait déneiger. Les problèmes de vision, presbytie corrigés par la lunette de lecture. Au niveau de l'étourdissement, on a occasionnel, quand il se lève trop rapidement. Puis au niveau de la présence d'incontinence urinaire, il dit parfois lors d'un gros rhume en présence d'une grosse toux puis d'efforts physiques plus importants. C'est sûr, chez les hommes, celle d'effort est un petit peu moins présente, mais ça pourrait. Présence de douleur dans les membres inférieurs, dont aux pieds, occasionnelle à cause de la luxe valgus aux 2 pieds. Puis, votre examen physique de routine. Donc, à l'inspection, vous remarquez qu'il est alerte, qu'il est capable d'attention et de concentration. La position de base des pieds est égale à la largeur des épaules. Il se déplace à petits pas. La hauteur de ses pas est petite, mais il semble stable et en équilibre, notamment lors du test talon-tibia, avec un léger chancellement lors de l'exécution et celui de l'équilibre en conservant les pieds bien au sol. On parle de Romberg. Il est presbyte et porte ses lunettes pour la lecture. Il présente une légère cyphose. Il a une surdité à l'oreille droite. Il parvient à toucher votre index en mouvement avec précision, que ce soit les yeux ouverts ou bien fermés. À la palpation, sa main gauche présente une faiblesse par rapport à sa main droite, sa main dominante. Vous pouvez retirer vos doigts lors de la préhension de sa main gauche. Au test sensoriel, il perçoit mal le toucher au malléole externe. Fait que là, si vous regardez vos notions reliées au vieillissement normal, ben c'est possible qu'il y ait une diminution quand même à ce niveau-là. Donc, la fille de M. Caron vous demande quel est l'objectif, en fait, du test douanier. OK? Puis, ressortez les éléments anormaux de votre évaluation. Donc, là, c'est sûr qu'il fallait tenir en compte les choses du vieillissement normal, notamment, puis il faut connaître un petit peu le test douanier. Donc, le test douanier vérifie la coordination et la proprioception, mais des membres supérieurs. Ça joue un rôle important en regard de la perception du corps dans l'espace, puis c'est par l'intermédiaire de cette fonction que le système nerveux il reçoit des informations tant sur les postures que sur les mouvements du corps. Les membres supérieurs ils contribuent à une démarche coordonnée et stable. Et ensuite de ça, quand on arrive ici aux éléments anormaux, bien, on a les antécédents de chute sur la glace, des étourdissements occasionnels ou l'incontinence urinaire d'effort, là ici, le rhyphoïdes, douleur liée au hallucus, aux 2 pieds, surdité à l'oreille droite, diminution de la préhension de la main gauche et asymétrie de la force musculaire des mains, diminution de la sensibilité au toucher des malléoles externes. Maintenant, quand on parle, on va vous les mettre tout de suite. Donc, il y a l'hypotension orthostatique, le time up and go, le test de proprioception avec le majeur de la main et le gros orteil qui peut être fait, le test de sensibilité vibratoire. L'hypotension orthostatique à cause des étourdissements au lever brusque, ça vérifie la présence de scotome notamment. Le time up and go parce qu'un examen d'une excellente validité et le test de proprioception puis de sensibilité vibratoire car il y a une diminution de sensibilité au niveau des malléoles reliée notamment à son diabète. Donc, c'est un test complémentaire qui est pertinent. Cependant, il ne faut pas oublier, comme j'ai dit tantôt, dans le vieillissement normal, ben ça peut être un petit peu diminué également. Donc, ce sera vraiment à ce moment-là une question de jugement. Si on poursuit maintenant avec Mme Tremblay, qui a été admise au CHSLD il y a 1 mois pour un PNCM accord de l'EWI. Actuellement, votre résidence se déplace avec une marchette, mais a tendance à l'oublier. Elle se lève aussi seule alors qu'elle doit sonner avant. Elle a fait une chute il y a 4 mois. Elle a de la difficulté avec son équilibre, mais agit comme si elle avait la solidité d'avant. Donc, on voit là, autocritique, jugement, c'est pas ce qui est le plus fort.
Elle n'a pas de contention, mais un matelas sonore qui émet un son si elle se lève seule. Fait que là, on voit qu'il y a quand même une tentative de mesure de remplacement. Elle porte ses lunettes dès son réveil et à notre grande surprise, elle ne les oublie jamais. Elle porte des appareils auditifs, mais ceux-ci ne fonctionnent pas. Elle est incontinente pour ses urines. Elle ressent l'envie d'uriner et se dépêche pour aller à la toilette, mais arrive souvent trop tard. Elle porte une culotte d'incontinence. Vous ne voyez pas de problématique d'hypotension orthostatique dans son dossier. Par contre, vous faites le dépistage et vous vous rendez compte qu'il y a une baisse de 24 mm de mercure au niveau de la pression artérielle systolique. Madame Tremblay a débuté une nouvelle médication pour son trouble neurocognitif majeur, un inhibiteur de la cholinestérase. En fait, nommez les facteurs de risque de Madame Tremblay, puis une mesure préventive pour chacune à ajouter au PPI. Mentionnez le niveau de risque de chute de Madame Tremblay, c'est-à-dire soit aucun, faible, modéré ou élevé, et nommer une mesure préventive déjà établie pour la résidente. Donc, si on répond à la première question, on voit qu'il y en a plusieurs. Donc, on regarde l'histoire de chute antérieure, on va la documenter. Il y a la témérité, donc on va maintenir le lit dans la position la plus basse possible. Quant au manque d'équilibre, on peut évaluer des chaussures antidérapantes, rappeler de prendre sa marchette. Ça dépend selon la situation, on va toujours adapter. Là, on devrait trouver un S à son trouble auditif. Tout mettre en français. Tout mettre au pluriel ou bien tout mettre au singulier. Bref, faire réparer les appareils auditifs, ça serait de mise. Quant à l'incontinence d'urgence, on devrait amener régulièrement à la toilette selon un horaire fixe. Donc là, on a vu qu'il y avait peut-être possibilité d'hypotension orthostatique. Fait qu'on va s'assurer de faire un bon dépistage, peut-être 3 fois par jour pour une semaine pour avoir une bonne idée. On peut s'assurer de réviser la médication parce que là, on veut un usage optimal des médicaments. On sait que dans les 3 premiers jours, des fois, il y a une adaptation, il faut être très à l'affût. Mais donc, c'est ça. On va réviser tout ça tout en avisant quand même le médecin traitant. On va s'assurer de l'accompagner lors de la marche et des transferts si elle en a besoin. S'assurer que la personne est bien hydratée pour éviter la déshydratation, qui est aussi un facteur de risque. On peut s'assurer d'élever la tête du lit selon la tolérance de la personne. Faire boire un verre d'eau au lever. Naturellement, là, dans la mise en situation actuelle, il n'y a pas de contre-indication, mais on pourrait le vérifier. Comme là, il y a une nouvelle médication, il faudrait détecter les effets indésirables, puis les noter. Puis là, c'est là aussi qu'on va rediscuter de ça avec le médecin traitant. Puis s'il y a une pharmacienne associée à l'équipe interdisciplinaire, on peut lui partager la situation également. Donc, le niveau de risque de chute, donc dans ce cas-ci, il est élevé. Puis quant à la mesure préventive déjà établie pour la résidente, c'est le fameux matelas sonore dont on parlait tantôt, qui est une mesure de remplacement. Maintenant, M. Pinard, 80 ans. Oh, là, il est tout d'un coup âgé de 83 ans. Dans ma mise en station, ça arrive des fois qu'on ajuste des âges, puis on ne le fait pas partout. Donc, il a été admis au manoir du Charme depuis une semaine pour DTA. Donc, c'est la maladie, avant, il disait la démence de type Alzheimer. Maintenant, c'est un trouble neurocognitif de type Alzheimer, plus qu'on va dire. Il comprend que les consignes simples, il a tendance aussi à oublier les faits récents. Donc, la mémoire à court terme, elle est affectée. Vous constatez plusieurs chutes antérieures à son domicile au cours de la dernière année. Encore un élément. Une grille d'évaluation du risque de chute fut complétée par votre collègue hier. Une des constatations est que M. Pinard se lève hâtivement de son lit au fauteuil. Puis au rapport interservice, donc là aussi, ça devrait être tout au pluriel ou tout au singulier. L'infirmière vous informe que M. Pinard a retiré sa cloche d'appel du mur, et ce, à 4 reprises cette nuit.
à votre arrivée dans sa chambre, vous constatez qu'il a encore retiré la cloche d'appel de la prise murale et tente de s'en servir comme une ceinture. Donc, je pense que là, il ne se souvient plus de l'usage, puis il y a un aspect de dangerosité un peu là-dedans. Donc, on vous suggère de placer la cloche d'appel hors de sa portée. Concernant la suggestion d'une collègue de placer hors de portée la cloche d'appel, que faites-vous? Justifier. Quand je fais la situation en classe, là, généralement, ça suscite bien des discussions. Donc, en fait, oui, on va s'assurer de retirer la cloche d'appel de sa portée parce que ça présente vraiment un réel danger. De toute façon, il sait pas, c'est mieux d'augmenter la surveillance plutôt que de lui laisser quelque chose. Il pourrait se mettre ça autour du cou aussi, s'il prend ça pour une ceinture. Il ne se souvient plus de son usage. Il n'en fait pas bon usage non plus. Donc, M. Pinard, il présente, on l'a dit, des atteintes cognitives qui l'empêchent d'utiliser correctement et de manière adéquate sa cloche d'appel. Puis cela présente un plus grand danger de chute lorsqu'il tente de se lever hâtivement pour la débrancher. Puis, on note aussi les risques d'étouffement, d'étranglement qui sont potentiels. Aussi, le fait que M. Pinard, avec son Alzheimer, oublie des faits récents, incluant les principes d'utilisation de cette cloche d'appel, puis qu'il y a d'autres outils qui pourraient être pertinents, voire plus appropriés dans cette situation, comme par exemple le tapis sensitif pour le lit. Donc, il est plus souvent appelé le détecteur de mobilité. Fait que dans sa situation, c'est beaucoup plus ça qui serait pertinent et qui réglerait la situation et qui diminuerait la dangerosité. Donc, M. Pinard, il fait une chute lors de son lever du lit, puis à son examen physique, vous notez une lacération près de l'arcade sourcilière droite. Lors de la visite de sa fille Francine en fin d'après-midi, cette dernière l'aide à se coucher pour une sieste avant le souper. Elle se dit inquiète et demande à ce que les ridelles soient levées pendant la sieste afin d'éviter d'autres chutes. Elle insiste, précisant qu'elle est la représentante légale de son père et qu'elle doit veiller à sa sécurité. Dites-moi, avec l'ensemble des cours que vous avez eus, est-ce que vous acquiescez à la demande de sa fille Francine de lever les ridelles pendant la sieste de M. Pinard et quelle est votre justification? Donc, la réponse, c'est non. Parce je pense qu'il faut lui faire de l'enseignement, là, mais il est tout à fait inapproprié de lever les ridelles de lit pendant la sieste car elles présentent un plus grand risque de blessure. Elles sont considérées comme des mesures de contrôle, donc des contentions, et sont d'ailleurs reconnues comme étant un risque d'aggravation des blessures associées aux chutes dans la littérature scientifique portant sur la question. Notons qu'elle présente aussi un risque d'atteinte au niveau psychologique. Donc, toujours M. Pinard, suite à sa sieste, il refuse de se lever du lit. Son faciès est crispé, craintif. Il s'agrippe à votre uniforme, résiste au mouvement pour se lever et présente de la rigidité. Vous observez qu'il fléchit les genoux et fait de la rétropulsion. Vous procédez à un examen clinique de la douleur. Or, ce dernier n'est pas souffrant. Que suspectez-vous concernant l'état actuel de M. Pinard? Là, en plus, je vous ai pas mal mis presque toutes les manifestations. Vous devriez quand même être en mesure de trouver la réponse. Et la réponse, c'est le syndrome post-chute parce qu'il craint ou il a peur de tomber ou de faire une autre chute. Donc, il présente, on l'a dit, plusieurs cliniques du syndrome post-chute, ne veut pas se lever du lit, s'agrippe à votre uniforme, résiste au mouvement du lever, présente de la rigidité, puis en plus, il y a un faciès crispé, craintif, il y a la flexion des genoux puis la rétropulsion. Donc, il semble y avoir agitation. Toutefois, le portrait clinique ne suggère pas un état de délirium car on n'y retrouve pas d'altération au niveau de la conscience ni une diminution de la tension présente dans la mise en situation. Le changement de comportement est plutôt soudain, mais ne fluctue pas, dans le temps. Ajoutons qu'il survient peu de temps après sa dernière chute avec une lacération. On se rappelle que c'est à l'arcade sourcilière. C'est pas mal tout en ce qui a trait aux chutes.
Donc, je pense que je vais faire des vidéos différentes pour chacune des mises en situation, de sorte que ça puisse changer un tout petit peu. Donc, c'est vrai, j'aurais aimé vous présenter une petite chose, ça ne sera pas long. Si vous vous souvenez, tantôt, j'ai tenté d'ouvrir ça ici. Et si on regarde, c'est bien de chute. Donc, c'était bien au chapitre 15, je ne me suis pas trompée. Et si on regarde ici, hein, donc on parlait de PTI et de notes. Donc, si c'est à la page 390 de votre revoyé 2017. Ici, vous avez une situation d'examen clinique initial pour déterminer le risque de chute. Fait qu'on voit qu'il y a une anamnèse qui est faite et l'information que vous inscririez. Donc, dans la situation là, qui serait présentée à ce niveau-là, il ne rapporte pas avoir eu d'histoire de chute dans les 12 derniers mois. Il y a des problèmes de vision, de perte d'équilibre, d'urgence mictionnelle et de douleurs aux pieds. Puis il rapporte des étourdissements occasionnels, surtout le matin. Au niveau de l'inspection, on n'oublie pas hein, qu'on regarde toujours l'état mental, l'état de conscience, etc. Donc, ici, ça l'indique alerte et attentif, se lève du premier coup, mais lentement, démarche ralentie, pas très court, aucune perte d'équilibre, position de base, maintien d'équilibre en position debout, les pieds collés, test du talon tibia, yeux ouverts anormal, test de Romberg négatif. Possibilité de d'autres tests, l'intervention PTI ajustée et médecin avisé. Donc, ici, bien, vous avez différents constats. Ici est inscrit insuffisance cardiaque en 2011. Ça, c'est probablement à l'admission que ça a été indiqué. Ici, on voit le risque de chute et on voit étourdissement ou faiblesse aux membres inférieurs qui sont d'autres constats. Si on va à celui associé au risque de chute, on voit que c'est effectuer l'examen clinique pour identifier les facteurs de risque de chute individuelle d'ici les 3 prochains jours par infirmière. Donc, là, c'est un constat rapide. Ça, généralement, il y a tout un processus que je vous ai montré. L'identification des facteurs rentre à l'intérieur de ça, mais ça se veut quand même un exemple possible de directive infirmière quand il n'y a pas déjà des protocoles d'instaurer dans votre milieu. Et ici, vous avez la situation post-chute selon la méthode de l'enquêteur. Vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil à la page 393 et 394, puis associé à ça le PTI. Ici, on voit bien, hein, perte d'autonomie, probablement la raison d'admission. Ensuite de ça, qu'il y a l'Alzheimer dans un stade quand même assez avancé et le risque de chute s'ajoute à ça l'hypotension orthostatique et ça l'a poursuivi en chute et probablement qu'il y a eu la chute a causé des douleurs à la hanche droite. On espère que ce ne soit pas une fracture. Et de tout cela, vous voyez des exemples de directives infirmières. Donc, si on regarde 3, dans les médias, le risque de chute. Donc, procéder à l'examen clinique pour identifier les facteurs de risque, on l'a vu tantôt. Aviser l'infirmière s'il y a perte d'équilibre. La directive s'adresse aux préposés. Et ici, là, si on regarde par rapport à l'hypotension orthostatique, dans les directives, ce qui a été déterminant peut-être dans cette situation-là, c'est que peut-être la personne ne faisait pas des pauses entre les changements de position, donc s'assurer qu'elle fasse des levées graduelles. Donc, l'inscription a été faire des pauses entre les changements rapides de position, vérifier s'il y a des signes de déshydratation. Vous voyez que cette directive-là, c'est une évaluation, donc ça va être l'infirmière qui va le faire. Et faire boire 30 ml de liquide à chaque visite dans la chambre. Là, c'est probablement que l'agent causal est en lien avec la déshydratation. On veut s'assurer qu'il n'y en ait pas. Et cette directive-là, quant à elle, elle est adressée aux préposés. Et donc, là, vous voyez 5 ans, il y a eu une chute. Il y a différents protocoles dans vos milieux. Mais ici, s'il n'y en a pas, vous devez vous assurer qu'elle soit inscrite. Donc, ici, on a appliqué le protocole de surveillance post-chute fois 48 heures, positionné sur le côté gauche ou
sur le dos dans le lit. Si on regarde, ça s'est associé à sa douleur à la hanche droite. Donc, je vous laisse explorer le tout de vos propres yeux dans votre propre volume et j'espère que ça a pu être plus concret pour vous que juste d'avoir la théorie avec de courts exemples par-ci, par-là. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne étude.